Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Galabru, philosophe et écrivaine, pour nous parler de son dernier livre, Nos dernières fois. C'est un sujet étrange de parler des dernières fois de la vie. C'est parfois un sujet qui effraie les gens, qui intrigue. C'est un sujet sur le temps et j'adore le temps. C'est pour moi la question la plus immense, primordiale, essentielle dans la vie et dans la philosophie. C'est quand même notre première richesse. Ce thème des dernières fois nous amène à défier la nostalgie et à aborder les ruptures, qu'elles soient amicales, amoureuses ou même liées à un thérapeute. Je crois qu'une des façons de se rassurer ou de dire au revoir à un thérapeute, c'est de se dire qu'on n'est pas obligé de penser que c'est définitif. On évoque aussi les déménagements. On croit que les lieux ne sont que des lieux, que des murs, mais pas du tout. En fait, ces murs, ils enferment du temps, ils enferment des vécus, et donc c'est bouleversant parfois de quitter des lieux. Cet épisode est une réflexion sur le mouvement de la vie et l'impermanence. Il faut vivre pour comprendre qu'à un moment donné, par des ruptures, des disparitions soudaines, des changements de vie, on se rend compte que la vie n'est pas immuable, qu'elle est ce que les Grecs disaient comme Héraclite, elle est perpétuel mouvement et changement. Sophie nous invite également à nous ouvrir au monde, à sortir de notre propre cadre pour mieux comprendre les autres et le monde qui nous entoure. La philosophie n'est pas psychologie, elle est plus universelle. Il ne s'agit pas de se connaître uniquement soi et sa vie, il faut être capable aussi de se décentrer pour aborder des problèmes du monde ou des autres. Cet échange nous amène à une réflexion profonde sur la vie et la façon d'avancer. Merci beaucoup au M Social Opéra Paris pour leur accueil et n'oublie pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ainsi qu'un petit commentaire. C'est ce qui aide grandement ce podcast à évoluer et faire sa place dans le monde du podcast. Ça ne te prend que 2 petites secondes. Et sur l'Instagram Osez by Nico, tu découvriras les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute! Salut Sophie, comment vas-tu? Salut Nico, ça va bien. Je suis ravi de t'avoir là, je trouve que t'es lumineuse. Merci. T'as un fantastique sourire qui donne envie d'en savoir plus, surtout sur un sujet comme celui dont lequel on va parler, la philosophie notamment. Ouais. Moi je t'ai découvert sur Instagram quand t'as sorti ton livre Nos dernières fois, Défier la nostalgie, qu'on retrouve d'ailleurs, hop je le montre, qu'on retrouve aux éditions Alary. Et je me suis dit, ça c'est un livre pour moi, grand nostalgique que je suis. Me suis dit, il faut que je le lise. Et voilà, c'est comme ça que tu te retrouves ici aujourd'hui. D'accord. Je t'invite à une soirée, tu connais personne, tu débarques, comment tu te présentes ? Je me présente pas, moi je crois que j'observe les gens et j'attends qu'on me demande éventuellement quelque chose, mais je me présenterai pas. Je pense que je suis plutôt dans l'observation. Mais si je devais me présenter, qu'on me demande qui je suis, je dirais que je suis professeur de philosophie et auteur. Ouais. Est-ce que justement, quand on fait de la philosophie, on n'est pas plus dans l'observation ? Si, je pense que ça nécessite un regard d'observation, d'analyse, c'est certain. J'ai un esprit analytique, ouais. C'était naturel pour toi de faire de la philosophie d'ailleurs ? Je veux dire, ça a toujours été une passion ? Non, c'est arrivé relativement tard quand j'étais en terminale et que je la découvre, cette matière. Mais avant, moi, j'ai pas du tout envie de faire ça. J'ai envie d'être styliste. Je suis passionnée de haute couture. Okay. Et je ne vis, je pense que depuis mes 5 ans, il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est très étrange. Après, j'ai une appétence, j'ai une curiosité pour tous les arts, la littérature et les questionnements philosophiques. Je sens que cette matière va m'intéresser. Et donc, il y a un basculement total qui s'opère puisque je passe du rêve de styliste à la philo. Quand tu dis que tu passes du rêve de styliste à la philo, t'as le sentiment d'avoir abandonné quelque chose ? Ah oui, bah oui, forcément. J'ai complètement abandonné un rêve qui m'a animée très longtemps. J'avais des classeurs de dessins, j'étais vraiment passionnée et je me destinais très clairement à ça. Et j'ai été déviée, il y a eu une déviation, ouais. Ah, c'est marrant. Non, c'est surprenant. Non, c'est surprenant parce que souvent, même dans ce podcast, quand j'interviewe quelqu'un, quand je pose cette question, ça ramène toujours à quand j'étais petite, je voulais faire ça et j'ai réalisé mes ambitions d'enfant. Et là, tu me prouves qu'on peut, quelque part, dévier totalement. Absolument. C'est quelque chose pour toi où aujourd'hui tu te dis « Ah, c'est dommage » ou au contraire, t'es très contente d'avoir changé de route. Dévié. Pour être très franche, il y a eu des moments, des vagues dans ma vie où je me suis dit « Tiens, peut-être que c'est accidentel ». La philosophie, c'est-à-dire qu'en tout cas que ça prenne cette ampleur, c'est accidentel. Je me suis laissée dévier par des professeurs, ou tout simplement je me suis laissée envahir par des problèmes que j'ai vécus dans ma famille, dans ma vie propre, et qui m'ont poussée
au besoin de comprendre et d'analyser. Moi, je suis sûre qu'on ne devient pas philosophe juste comme ça, par un intérêt purement théorique. On a des souffrances, on a des choses incompréhensibles à régler, et donc on a besoin d'analyse, on a besoin de... En tout cas, c'est une ressource. Il y a des gens qui réagissent encore différemment. Et donc, je me suis souvent dit, peut-être que tu t'es laissé envahir par des choses qui se sont surajoutées à ta personnalité, à tes désirs, voilà, par les circonstances, par les rencontres. Après, je pense que c'est aussi ce qui nous fabrique, donc c'est pas complètement accidentel et sans rapport avec moi. Quand j'y pense, quelque part, tu voulais créer d'événements et aujourd'hui tu travailles avec les pensées. Ouais. Tu vois, c'est une autre... On crée des concepts aussi. Ouais. Il y a et puis, moi, j'aime bien cultiver la création stylistique dans mon écriture. Avoir du style, développer une vision et une voix, ça m'a toujours importé. Donc, c'est pas complètement déconnecté. Qu'est-ce que tu penses que la philosophie peut apporter au monde d'aujourd'hui ? Oh, pas que d'aujourd'hui. Je pense qu'elle a toujours apporté aux gens de réfléchir à... essayer de comprendre, de mettre des mots d'abord sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ressentent, sur essayer également de leur offrir des hypothèses pour comprendre des choses qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi le mal existe, pourquoi j'existe moi-même, pourquoi je suis jetée là dans ce monde, quelle est la signification de l'existence, quels peuvent être mes buts. Qu'est-ce que je dois faire de cette vie ? Alors, il y a eu la religion qui a proposé des grands scénarios, des modes d'emploi, mais la philosophie a toujours été à concurrence de la religion, une autre proposition, sachant qu'elle n'impose pas justement un scénario précis, mais elle propose, elle assume de réfléchir et de développer plein d'hypothèses pour de donner du sens à son existence et à ce qu'on fait. Quelle est pour toi la différence entre la philosophie et le développement personnel ? C'est une bonne question. Le développement personnel... Je le rapproche un peu de la psychologie, c'est-à-dire apprendre à connaître son psychisme, sa manière la façon dont on a été construit, son style d'attachement, comment on veut développer ses potentialités. Et je pense qu'il faut avoir peut-être réglé toutes ces questions pour vraiment faire de la philosophie. La philosophie n'est pas psychologie, elle est plus universelle. Il ne s'agit pas de se connaître uniquement soi et sa vie, il faut être capable aussi de se décentrer pour aborder des problèmes du monde ou des autres. Alors ça peut être des problèmes qu'on nourrit de soi, mais pas seulement. Donc il y a un décentrage, je pense, dans la philosophie qui est nécessaire et qu'il n'y a pas dans le développement personnel, puisque précisément il faut développer sa personnalité, sa vie propre, ses potentialités. Est-ce que c'est pas le problème justement du développement personnel, de tourner toujours autour de soi au final ? Si, alors après, le souci de soi, ça existe aussi en philosophie. Quelqu'un comme Michel Foucault en a parlé, ou les épicuriens. Construire sa vie comme une œuvre, se soucier de soi, mais pas d'une manière uniquement, comment dire, c'est pas simplement je préserve, je cultive mon image, mes intérêts matériels et personnels. Qui j'ai envie d'être et de devenir, en marge sans être dans la conformité à ce qu'on m'impose. Ça, c'est intéressant quand même de se créer soi-même, parce que ça peut permettre de s'assumer, de créer un chemin original, de foutre un peu la paix aux autres quand ils veulent aussi s'affirmer ou être ce qu'ils veulent être. Donc je pense que c'est intéressant le souci de soi et le développement personnel en ce sens-là. Mais par moment, d'être trop centré sur soi-même, d'être trop à se narcissiser, ça peut aussi être pesant et encombrant. Il y a des moments où on a besoin de ne plus penser à soi-même, parce que ça veut dire aussi penser à ses problèmes, à ses inquiétudes. Être tout le temps focalisé sur ses rêves ou ses désirs, ça peut être saturant, fatigant, lassant, je trouve aussi. Les autres sont très intéressants. Quand tu dis ça, quelque part là, ça me touche, parce que je me rends compte que la semaine prochaine, je pars au Brésil. Oui, j'ai vu ça. Et je pars parce que c'est des moments de déconnexion où j'arrête d'être le podcasteur et de me questionner sur la vie et d'être dans cette recherche, ou même dans mes interviews, j'interviewe des gens comme toi qui m'inspirent, où je sais que je vais me nourrir personnellement, mais du coup je passe ma vie à réfléchir et déconnecter, tu sais, je me dis ça fait tellement de bien aussi. Oui, c'est vrai, d'être dans un rapport moins analytique, mais peut-être un peu plus intuitif, être plus dans le mouvement, dans l'action, aller vers les autres, d'autres cultures, d'autres vies. Après, tu vas vers d'autres vies quand tu interroges et tu questionnes les autres quand même. Ouais. Mais là, c'est par l'action, par le mouvement, par le voyage. C'est une autre façon. Je pense pas que ça va éteindre complètement la réflexion. C'est pas possible, mais ça décentre de sa langue maternelle, de son lieu de vie, de son activité habituelle. Je pense que c'est plutôt une coupure avec un rythme
quotidiens, habituels. C'est des coupures, c'est des ruptures dont on a besoin pour diversifier sa vie et revenir à soi autrement. Ah, totalement. Ah bah, ce que tu dis là, c'est vrai que je le perçois comme ça totalement. Donc du coup, par rapport à ce livre, nos dernières fois, moi qui suis un grand nostalgique, je me suis rendu compte que tout devient un peu nostalgie. Et tu dis une phrase au début que j'ai trouvée... qui m'a parlé et qui apparemment t'a parlé aussi, puisque tu cites « Nous ne nous baignons jamais 2 fois dans le même fleuve ». Bah oui. Et tu dis « J'étais pas capable d'en saisir la vérité imposée par la vie ». Et oui, il faut vivre pour comprendre qu'à un moment donné, par des ruptures, des disparitions soudaines, des changements de vie, on se rend compte que la vie n'est pas immuable, qu'elle est ce que les Grecs disaient comme Héraclite, elle est perpétuel mouvement et changement. Et d'ailleurs, ça les bouleversait parce que ça fait peur de se dire qu'on est dans un flot d'impressions qui n'arrête pas de changer, de varier, de ne jamais être les mêmes. Et on a besoin de stabilité, d'identifier, d'avoir des repères. Donc, c'est bouleversant, mais en même temps, en effet, la vie, c'est que chaque instant est unique et ultime. Comment on fait le juste milieu entre justement cette idée que tout bouge, que justement le fleuve, il évolue totalement, et en même temps, ces besoins de repères. J'ai l'impression que l'être humain aime la routine et les repères. Oui, bien sûr. Il y a 2 façons de réagir, et la philosophie nous l'indique, les Grecs, et tous les philosophes, peut-être jusqu'à Nietzsche au moins, se disent il faut qu'on stabilise tout ça. C'est pas possible, on peut pas être dans un flux constant d'impressions changeantes et contradictoires. Peut-être même d'ailleurs que toutes ces apparences changeantes sont trompeuses ou ne sont pas la vraie vie. Ce qui est vrai, c'est ce qui est stable, et ce qui est stable, c'est l'esprit. C'est ce que l'esprit pense, juge, identifie. C'est pas la matérialité changeante. Donc, voyez, si je regarde les arbres et que j'ai pas de mémoire ni d'intelligence, juste ma perception, ils arrêtent pas de changer. Il y a des micro-changements tous les jours, à toutes les saisons. Et quelque part, si je me contente juste de cette sensation et de cette perception, je les reconnais pas. Je me dis, c'est plus le même monde. Donc heureusement, disent les Grecs, il y a l'intelligence, il y a le jugement qui fait que j'ai une définition de ce qu'est un arbre et que je le reconnais, même quand il a plus ses feuilles, quand il en a un peu, beaucoup, je sais que c'est le même. Parce que j'ai une définition précise qui m'a été donnée par mon esprit, identificateur, intelligent, jugeant. Et donc, pour eux, c'est l'esprit qui est le Graal. C'est l'esprit ou l'âme. Elle stabilise, elle identifie, elle définit. Et on a besoin de ses repères et de ses balises. Mais il y a d'autres réactions, comme celle de Nietzsche, qui consiste à dire « mais arrêtez d'avoir besoin de stabiliser tout le temps et d'avoir des repères, acceptez et assumez que tout soit contradictoire et changeant dans la vie. Acceptez que ce soit douloureux, peut-être inquiétant, mais c'est comme ça. » Ça, c'est une forme de sagesse tragique. Les choses n'arrêtent pas de changer, de bouger, parfois pour votre plus grand bonheur, parce que ça vous apporte des choses incroyables, des belles rencontres, un renouvellement. Parfois, ça vous enlève ce que vous aviez acquis, mais c'est ça, l'existence. Toi, t'es plutôt team, justement. T'étais dans quel team J'ai d'abord été la première. Moi, j'avais besoin de m'accrocher au rocher et donc d'identifier, d'analyser, d'avoir des définitions, des concepts. Ça rassure énormément. Et puis, au fur et à mesure, il y a une sagesse de la vie, une sagesse tragique. On voit bien que on a beau essayer de définir, tout n'est pas aussi rigide que nos définitions et nos abstractions. On a beau essayer de prévoir, les choses se présentent exactement de la manière inverse, souvent, de nos projections. Donc j'essaye de cultiver de plus en plus une plasticité, de jongler avec ce qui se présente. Comme quand tu dis que c'est une certaine sagesse, c'est vrai que moi j'ai le sentiment aussi que quelque part ça me permet de moins être dans le contrôle en fait, le contrôle de tout, le contrôle d'une vie qu'on ne peut pas contrôler. Non, mais c'est vrai qu'on est dans une société, et peut-être cette culture du développement personnel nous pousse aussi beaucoup à être dans... Quelque part, connais-toi toi-même, connais tes potentialités, maîtrise-les, anticipe-les, construis ta vie, ne laisse rien passer. Ce qui est intéressant, parce que peut-être qu'à ne rien, à être dans le tourbillon des divertissements, dans l'ignorance totale, on pourrait regretter un jour en relevant la tête et en se retournant. Mais en même temps, ça pousse à une maîtrise, à un contrôle de soi qui peuvent être complètement faux et à l'inverse de la réalité de la vie, qu'on ne peut pas prévoir, définir, projeter. Ça fait 1 an et demi que je pense à prendre un chat. Le chat que j'ai eu pendant 14 ans est mort il y a maintenant 2 ans. Et je me dis, tiens, j'ai envie d'avoir un nouveau chat et j'ai envie d'avoir un sphinx. Tu sais, les chats sans poils. Et en fait, ça fait 1 an et demi que je cherche le chat parfait.
j'ai une idée du sphinx que je veux. Il doit être de couleur grise, des yeux clairs, ne pas avoir trop de plis sur la peau, plutôt une femelle. Et je travaille énormément avec ma psy en ce moment qui me dit, mais le chat parfait n'existe pas. Faut arrêter de chercher un chat, entre guillemets, je mets des gros guillemets, mais instagrammable. En fait, chercher une connexion. Vous ne savez pas quel animal vous allez avoir. Et c'est fou comment, à 22 ans, j'ai choisi mon chat en allant à Pierrefitte, en RER, dans une maison où franchement, ça donnait pas envie de mettre les pieds, où j'ai pris un chat parmi une vingtaine de chats qui étaient là. Et j'y suis allée un peu, c'est celui-là, et pas un autre. Et aujourd'hui, d'être comme si j'avais besoin de contrôler. Donc tu vois, la sagesse, là, je l'ai pas trop. Ouais, bon après, il y a sûrement des ressorts psychologiques, mais en effet, parfois, on a envie de contrôler, de projeter pour pas se laisser prendre et capturer. Peut-être par fidélité au premier chat, moi je peux comprendre. J'ai un chat qui a 15 ans et dont je redoute le départ. Et souvent, je me dis, est-ce que je serais capable d'aimer, mais ça vaut pour les relations humaines. En fait, c'est la loyauté à l'amour qu'on a eu pour quelqu'un, à l'amour passé. Est-ce qu'on sera capable de se laisser déborder, d'être déloyaux, au premier amour et de se laisser capturer par un autre? Alors, quand on veut pas, on projette, on recherche, on a ses critères. C'est intéressant. Et d'ailleurs, comment est né ce livre ? Comment t'as eu cette idée de parler de ce sujet-là, des dernières fois, de la nostalgie ? C'est vrai que plus j'en parle, moins je comprends pourquoi. Parce que c'est un sujet étrange de parler des dernières fois de la vie. C'est parfois un sujet qui effraie les gens, qui intrigue. C'est un sujet sur le temps, et j'adore le temps. Je trouve que c'est une question, c'est pour moi la question la plus immense, primordiale, essentielle dans la vie et dans la philosophie. C'est quand même notre première richesse, notre première... C'est notre première richesse, je veux dire, avant même l'argent. Quelqu'un qui aurait beaucoup, beaucoup d'argent et pas de temps, il n'aurait pas l'impression de vivre, il pourrait avoir l'impression même de gâcher ou de passer à côté de sa vie. C'est un sujet énorme et qui est une puissance de contradiction. À la fois, ça peut vous apporter le bonheur comme vous l'enlevez. Ça vous donne des choses, mais ça vous les retire en même temps. Ça peut être aperçu de manière négative comme usure et érosion, ou positive comme maturation et créativité. Bref, c'est un sujet inépuisable et passionnant. Mais ce livre parle du temps, mais sous un angle précis. Les moments qui paraissent être des ruptures brutales, des achèvements bien mûris et aboutis, ou des renaissances qu'on espère, parce que parfois la dernière fois qu'on décrète, c'est pour se libérer. Donc je trouvais que c'était un sujet intéressant et qui fait travailler la notion de puissance et d'impuissance, et de maîtrise et de perte de maîtrise dont on est en train de parler. Est-ce que je vais oser aller vers... je ne sais pas, est-ce que je vais oser quitter cet amour, ce lieu, ce travail ? Est-ce que je vais oser espérer ou décréter autre chose dans ma vie, produire des déviations ou me laisser dévier ? Et donc quitter, être quitté, repartir. Moi, ça me faisait travailler tout ça. C'est quand même c'est le fondement de nos vies. Alors évidemment, ça peut faire peur, mais c'est incontournable. C'est ce que j'ai adoré, parce qu'effectivement, t'as des vraiment... on voit bien que c'est une philosophe qui l'a écrit, c'est très carré, c'est très organisé. Enfin, je sais pas si tous les philosophes sont carrés et organisés, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Tu parles des départs des lieux, je pense que c'est commun à tout le monde, parce qu'on a tous déménagé. Et tu dis, nous célébrons une entrée des lieux, nous fêtons aussi parfois le départ. Oui. Qu'est-ce que tu aurais à dire justement sur tous ces déménagements que l'on fait globalement dans nos vies ? On croit que les lieux ne sont que des lieux, que des murs, mais pas du tout. En fait, ces murs, ils enferment du temps, ils enferment des vécus, ils enferment des souvenirs. Et donc, c'est bouleversant parfois de quitter des lieux. Alors, il y a des lieux qu'on a détestés ou qui n'ont rien suscité. On est très heureux de les quitter, mais il y a des lieux qui ont renfermé une enfance. Parfois une enfance heureuse, ou qui ont été des refuges, des abris, des périodes de vie se sont jouées là, et c'est bouleversant de les quitter parce qu'on sent qu'on quitte une tranche de vie, une époque de sa vie. Et donc, ce qui m'a amusée, c'est de me rendre compte que l'espace contient du temps. Tout ça est relié. On est parfois très matérialiste. Moi, c'est ça que je déplore aussi beaucoup dans le livre, c'est-à-dire... Et il ne s'agit pas d'appeler à la croyance ou à la religiosité, mais je veux dire que tout n'est pas matérialité. Et encore une fois, nous avons un esprit, nous avons des sentiments. Et donc, tout ce qu'on tisse n'est parfois pas tangible et matériel, mais est déposé dans de la matière, dans des objets, dans des murs. Et donc, c'est pour ça que c'est bouleversant de quitter des lieux, des maisons de famille, voilà.
je trouve. Et j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui ont été marqués par ce chapitre parce que soit ils sont encore marqués ou ils n'ont pas fait le deuil d'un lieu. Moi-même, d'ailleurs, je rêve souvent d'un lieu dont je parle et que j'ai quitté, ou j'ai eu un témoignage d'un lecteur qui a pu me dire en fait, ça m'a poussé à aller faire le deuil d'une ferme familiale, d'un lieu de famille qui était en moi, mais je n'en avais pas conscience. Et c'est bouleversant d'entendre ce genre de... C'est pour ça qu'on écrit. Pour déclencher des émotions et parfois des réparations ou des mouvements, en tout cas, de vie. En Bretagne, je retourne souvent voir la maison de mon adolescence. Ouais. Et la dernière fois, il y avait un énorme jardin derrière la maison et je m'étais garé en bas du champ. J'étais remonté pour voir le jardin de mon adolescence où j'avais quelque part grandi avec la créativité qui est née dans ce jardin. Ouais. Et j'avais un besoin de revoir ce jardin. C'était un peu chelou de me retrouver derrière le buisson à regarder, mais il y avait vraiment un attachement à cette maison où j'aimerais tellement retourner dedans. Ouais, je comprends. Pour avoir le regard d'adulte dans cette maison où j'avais toute mon innocence. Après, je pense que ces lieux-là, qui ont laissé des empreintes, l'empreinte de la créativité ou du bonheur ou de l'amour ou de l'amitié, ces lieux marquants sont en nous. Ils nous structurent, ils nous ont fabriqués, ils nous habitent encore. Et donc, mais après, je peux comprendre le besoin matériellement de les approcher ou de les revoir, même à une parcelle, peut suffire à déclencher une émotion. Et pourquoi pas, après tout. Oui, autant que ça fait pas de mal. Non. Je l'ai fait aussi à Paris, mon appartement d'étudiant. Bon, ça c'est à Paris, donc c'est plus proche. Mais quand j'ai quitté l'appartement, c'était tellement une étape qu'une fois que j'avais fait tout le déménagement, je m'étais assis sur le seul meuble qui restait et j'avais comme dit merci. Ouais. C'était très chelou parce qu'à l'époque j'étais loin du podcast et de tous ces trucs là, donc une sorte, tu vois, de reconnaissance. Ouais, de reconnaissance. C'était un peu étonnant, mais c'était très dur pour moi de quitter cet appartement. Donc c'est pour ça que ça m'a parlé quand t'en parles. Mais moi, c'est le chapitre où j'ai eu le plus d'émotions qui se sont déversées en l'écrivant. D'ailleurs, parfois il y a on en voit en ce moment, c'est la grande mode des maisons d'édition ou des auteurs qui vont retourner dans des lieux de leur vie pour écrire. Ça déclenche. Alors moi, j'ai pas eu l'occasion de retourner dans ce lieu spécialement pour écrire mon chapitre, mais le simple fait de me balader mentalement, de renaviguer, a suffi pour déclencher une flopée d'émotions et de mots. C'est-à-dire que c'était très facile d'écrire. J'avais envie de dire plein de choses, et c'est peut-être un des chapitres qui parle le plus au lecteur, je trouve. Parce que c'est des lieux qui ont abrité des émotions, des vécus, et qui déclenchent, je pense, beaucoup de créativité. C'est Tu vois, j'avais l'impression en lisant le chapitre que c'était pas commun à beaucoup de gens. Tu vois, comme si mon histoire était unique. Et en fait, je me rends compte que c'est encore une fois je me suis dit ça. On se croit unique et en fait, on l'est pas. On l'est pas du tout, mais quelque part heureusement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi je dis souvent l'intime est universel. J'ai écrit ma petite histoire, mon petit voyage, mais en fait, on peut se douter que c'est personnel, mais à la fois ça va résonner. Et c'est pour ça que l'écriture fonctionne et que plein de gens s'y reconnaissent ou ont envie de lire. Tu parles aussi des ruptures amoureuses. Oui. Bien évidemment, parce que forcément, sur les dernières fois, je pense que la dernière fois avec un être cher, qui a été cher, c'est mieux s'il a été cher, c'est durant une histoire. Oui, je pense que sinon ça fait pas grand-chose. Et tu parles de orchestrer un final amoureux. Je me pose la question, je me dis parce que j'avais un ami philosophe il y a bien longtemps qui m'avait dit moi j'organise mes scènes de fin, et j'avais été complètement bouleversée par cette formule très scénaristique, très dramaturgique, on peut le dire, parce que moi je le faisais pas, et cela étant dit, moi j'ai jamais réussi à organiser de scène de fin ou à mettre en scène la fin. Il y a des gens que ça aide, je pense, pour ritualiser, pour s'assurer qu'ils passent un pas. Par contre, moi, j'ai déjà aperçu des scènes de fin. C'est-à-dire, tiens, là, j'ai rien voulu organiser, mais vu ce qui est en train d'être dit, vu ce qui se passe, je sens que quelque chose se décolle en moi, que je vais partir, ou que que la séparation est en route. Je repère. Parfois, la scène de fin, on l'organise pas comme un chef d'orchestre, on l'aperçoit aussi. On n'est pas toujours maître de tout. Donc moi, je dis pas il faut le faire, je dis tiens, voilà ce questionnement que je pose sur la table. Il y a des gens qui ont besoin d'organiser leur scène de fin comme des chefs d'orchestre, ça leur fait du bien, ça ritualise. Parfois, c'est une mise en scène un peu narcissique aussi, je pense. Il y en a d'autres qui n'y pensent pas et qui en ont pas de regrets. Et puis il y en a d'autres, moi ça m'est arrivé, j'en fais partie, on peut apercevoir une conclusion,
Et parfois la vie, les autres laissent des éléments, dégagent des gestes, il y a des signes, des signaux qui vous permettent de dire là, peut-être que je suis allée au bout, il n'y a peut-être plus rien à en tirer, ou tout cela est peut-être trop décevant ou inintéressant, il faut partir. Vous voyez ? Ça encore, souvent là les exemples que je donne c'est parce que moi ça m'a marqué en fait en lisant ton livre. Et ma dernière rupture où je suis resté 9 ans avec mon ex, quand on s'est séparés au resto. Ah ouais. On a commandé du champagne pour la rupture et en fait on n'a jamais été autant au resto reconnectés quelque part. On s'éteignait petit à petit l'un avec l'autre et en fait à la rupture c'est à ce moment-là qu'on a commencé à retourner quasi tous les soirs au resto, comme si c'était la dernière fois, de la dernière fois, de la dernière fois. Bah oui, parce que ça, c'est ce que je dis, la dernière fois, c'est un concept scénaristique, c'est-à-dire c'est poser une conclusion sur une histoire, et ça peut avoir un effet aussi d'esthétiser ou d'intensifier. C'est-à-dire que quand on sent qu'il y a cette conclusion, on peut avoir un regain d'intensité émotionnelle, de vitalité, et parfois c'est le plus sûr moyen de relancer aussi le désir, hein. Mais je pense, enfin là ça n'a pas été le cas, mais ça aurait pu quelque part. Ça c'est un risque qu'on prend, hein. Je trouve que d'organiser une dernière fois et de le dire, ça peut faire courir le risque. Alors il faut quand même le formuler, mais à trop en discuter, à trop le ritualiser ou mettre en scène, on court le risque de relancer, je pense. Mais qui dit dernière fois dit perte quelque part. Et j'ai l'impression que l'être humain n'aime pas trop perdre quelque chose dans sa vie. Non, c'est vrai, on n'aime pas perdre. On n'aime pas... Il y a plusieurs sens, hein, il y a au moins 2 sens. On n'aime pas échouer, parce que c'est une blessure narcissique. Ça fragilise la confiance en soi, l'estime de soi, et la confiance qu'on a aussi dans sa résilience, dans la capacité à se relancer ailleurs dans la vie. Et puis, on n'aime pas perdre parce qu'on aime bien accumuler. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Moi, je te disais que j'aime bien évacuer régulièrement des choses, des objets dans ma vie. Mais il y en a qui, pour se rassurer, aiment accumuler des couches, des objets qui n'ont plus forcément beaucoup de sens, qui sont désuets, obsolètes, qui deviennent même insignifiants. Mais ça rassure, de l'accumulation d'objets, de liens. Ça peut rassurer. Mais est-ce que c'est pas justement en faisant de l'espace qu'on peut accueillir la nouveauté, tu vois ? Après, moi, je suis pas forcément une fanat de la nouveauté. Moi, ça m'a jamais enthousiasmée particulièrement. Mais je le dis, il y a des gens qui adorent ça parce que la nouveauté a l'air de rassurer, de régénérer, presque mécaniquement et passivement. C'est sûr que si on rencontre des nouvelles personnes tous les jours, on a une impression de régénération, de variété assurée. Et pourquoi ça rassure, j'en sais rien. Parce qu'on peut aussi trouver de la nouveauté tous les jours avec les mêmes personnes, les mêmes lieux. C'est possible aussi. Ça dépend de notre regard. Mais je pense que quand on veut des nouveaux vêtements, des nouveaux lieux, de nouvelles rencontres, ça facilite. Enfin, je veux dire, c'est une nouveauté à bas prix, si je puis dire. On a peu d'efforts à faire. Tandis que rester avec la même personne ou dans un même lieu 10 ans, 20 ans, ça suppose d'avoir une grande richesse du regard pour ne pas penser que les choses sont acquises et qu'on en a fait le tour. Ça veut dire qu'on a encore beaucoup de patience, beaucoup d'humilité pour se dire, il y a peut-être des recoins, des choses cachées, il y a du mystère, je ne sais pas tout. Ouais, je pense que ça, on est en plein en plus dans la société où tout va tellement vite, où tu ouvres ton téléphone, tu scrolles, il y a tellement de choses qui te bombardent au cerveau qu'il est dur quelque part de se dire qu'effectivement c'est un courage de trouver la beauté. J'en ai fait un épisode avec Fabrice Midal sur la magie de l'ordinaire. Trouver de la magie dans son quotidien. Mais c'est vrai que tout va tellement vite, il y a une accélération des flux et des rythmes, qu'il y a une façon aussi de se dévoiler ou de... On donne beaucoup d'informations très vite sur soi pour, en se disant comme ça, peut-être ça va plus vite, c'est plus efficace, mais quelque part il faut prendre le temps aussi de se découvrir, et puis il faut quand même garder en tête qu'on ne connaît jamais complètement qui on est et l'autre. C'est pas possible. Et on peut pas nouer des liens juste parce qu'on s'est assuré de bien connaître quelqu'un. Ça n'existe pas. On prend forcément un risque, il y a forcément du mystère, de l'inconnaissance, de l'ignorance.
C'est bien. Bon point à garder en tête. Bah oui, parce qu'il y a des gens qui attendent pour s'engager, de bien connaître l'autre. Mais ça n'est pas possible. On connaîtra jamais quelqu'un, même au bout de 50 ans. Donc autant y aller, allez-y. Et justement, tu me lances une perche, mais tu parles de la dernière fois quand c'est subir. Tu parles des ruptures en amitié. Tu as toi-même vécu, quand tu avais 18 ans, une rupture amicale. Ouais. On ne connaît pas vraiment l'autre. Non. Parce que quand l'autre disparaît du jour au lendemain, bah en fait, comment on aurait pu prévoir ? Non, moi je ne l'ai pas du tout prévu. Il n'y a eu aucun mot en plus. Donc c'était très violent, très sidérant. Mais ça a d'ailleurs été un tel choc que je le dis, je l'ai fait vivre moi-même plus tard. Alors, après, moi j'avais l'impression d'avoir donné des signaux d'alerte, d'avoir dit des choses et d'avoir exaspéré, d'être arrivé à saturation. Parfois, on a l'impression qu'on envoie des signaux ou qu'on désapprouve aussi des comportements des gens et on va se dire ils vont changer, rectifier le tir, et puis ça se produit pas et donc on se dit, moi je me suis dit ça ne sert plus à rien de parler ou d'expliquer. Mais j'ai pas toujours eu le courage et j'ai reproduit ce que j'ai vécu de ne pas dire, de ne pas annoncer une rupture amicale. Ce qui peut être très violent. Et j'ai exploré cette facette-là de moi-même. Je pense que j'avais très peur du conflit, que j'avais très peur de dire au revoir, ou je ne veux plus te parler, ou nous ne serons plus amis. Je trouvais ça beaucoup trop difficile de l'assumer et je l'ai fait vivre à mon tour. Ouais. Mais aujourd'hui, après avoir traversé tout ça, je serais davantage capable de le dire. Après, il y a des conversations silencieuses. Quelqu'un qui se distancie ou qui est moins proche ou qui répond moins, on entend aussi quelque chose. Et moi, j'ai pas de problème à l'entendre et à me dire, bon, eh bien, je me mets à distance, j'accepte l'éloignement. Parfois, je peux réapprocher quelqu'un pour vérifier si... parce que parfois, des gens s'éloignent, mais ils sont pris dans le flux de leur vie, dans leurs occupations. Parfois, ils ont des problèmes dont ils n'osent pas parler. Et quand on les approche, on voit qu'en fait, c'était pas contre nous. Puis parfois, il y a des gens qui prennent des distances et c'est un peu une façon de dire non, je n'ai plus envie de vraiment te voir ou je n'ai plus rien à te dire. Et je pense que ça peut s'accepter. C'est accepter l'altérité aussi et sa liberté de dire ok, bon, bah, cette personne n'a plus envie d'être proche, je vais pas courir après cette personne ou réalimenter seule ou la forcer. Ma mère a vécu une rupture avec sa meilleure amie après 40 ans d'amitié. Sa meilleure amie a coupé les ponts. Elle a dit c'est terminé. Sans explication, on peut avoir des indices, mais honnêtement, on ne sait pas trop. Et du coup, elle a décidé de couper les ponts avec moi. Bon, moi, j'ai 40 ans d'amitié, j'avais eu le temps de grandir et de passer du temps avec elle aussi, puisque ma mère vivait dans le sud de la France. Et elle m'a dit, je veux plus te voir, parce que quand je te vois, je vois ta mère. Et elle a coupé. Ouais, c'est violent. C'est d'une violence où je sais que je trouve que ça fait passer par toutes les émotions quand on subit une rupture où on n'a pas notre mot à dire. Cette dernière fois où paf. Oui, puis là surtout c'est être assimilé à un de ses parents, c'est être, on te refuse d'avoir une forme d'indépendance. Ça aussi c'est violent, je trouve, d'être ramené à l'un de ses parents. Mais oui, il y a cette brutalité. Mais de toute façon, qu'on ne dise rien ou qu'on dise « je ne veux plus te voir » ou qu'on explique même. Moi, je crois que de toute façon, il y a une violence de cette séparation et de cette rupture. Surtout quand on n'avait rien vu venir ou que nous, on voudrait continuer la relation, qu'on n'en est pas à l'initiative. Il faut bien le dire, c'est violent. Et il n'y a rien à faire d'autre que de traverser cette sidération. Et je pense même qu'on a beau avoir des explications. Parce que souvent, on peut dire « j'ai pas eu assez d'explications, je ne comprends pas ». Mais parfois, moi, j'ai reçu des explications dans des ruptures. Je ne voulais pas complètement comprendre. Ou en fait, je comprenais, mais je ne voulais pas complètement admettre. C'est qu'en fait, parfois, le besoin d'explication et de conversation, c'est aussi une façon, dans le rapport de force, de dire ne pars pas. Je n'accepte pas, je ne veux pas. Et je pense qu'il faut admettre, parfois de l'incompréhensible, qu'une part nous échappe, et qu'on ne peut rien y faire sauf accepter la liberté de l'autre. Et on aurait beau avoir toutes les explications et avoir tout compris intellectuellement, peut-être qu'on ne comprend pas effectivement pourquoi l'autre a besoin de partir ou de se détacher de nous. Ça, c'est quelque chose qui nous échappe et à mon avis, il n'y a rien d'autre à faire que de l'accepter parce que notre résistance n'y changera rien. Et c'est là où je pense l'être humain,
où il y a la complexité de l'être humain. C'est en fait l'émotionnel que ça soulève. Parce qu'en vrai, si on regarde les faits, une personne décide de couper les liens, que ce soit amical ou amoureux. Le lien s'arrête, les deux personnes font leur vie. Bon, amoureux, c'est plus compliqué, potentiellement on vivait ensemble, mais amicalement, chacun continue sa vie. À la limite, ma mère habitait dans le sud à l'époque, bon, bien qu'elle soit remontée en Bretagne entre-temps, mais ça changeait pas grand-chose. Mais émotionnellement, en fait, c'est l'émotion. Il y a des amitiés fusionnelles, et puis moi je parle beaucoup des amitiés, quand je parle de mes amitiés, de ces ruptures soudaines, c'est beaucoup des amitiés juvéniles de jeunesse. Et je pense que celles-là sont très violentes, ces amitiés-là et leurs ruptures, parce qu'il y a eu de la fusion. On ne se connaît pas encore bien, nos frontières sont mal établies, on essaye de devenir indépendant de sa famille, de son milieu, et donc souvent les amis sont des gros soutiens, sont des supports. On s'y attache presque pour se détacher de ses parents. Parfois, on s'attache très fort à ses amis. Hein. Ils sont presque des relais affectifs des parents, des frères et sœurs. Donc, il y a une grande confusion parfois avec eux. Et nos personnalités déteignent. Je sais pas, tout le monde peut l'avoir remarqué. Et donc, cette confusion, et au bout d'un moment, moi c'était mon cas, cette fusion-là devient presque une folie. C'est-à-dire que tout d'un coup, ces amitiés-là étouffent. Elles nous avaient aidés à nous émanciper et elles nous aliènent. Et on n'arrive plus à être soi-même. Et on est un peu pris en otage. On est trop serré dans ces relations. Et parfois, ça passe par des explosions ou des fuites pour advenir à soi-même. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai été quittée violemment par cet ami, c'était très dur, mais ça m'a permis de devenir davantage moi-même et de tracer ma route alors que j'étais en train de complètement fusionner et mimer cet ami. Et je ne sais pas ce que ça a produit chez les amis que j'ai pu quitter, mais moi j'ai eu besoin de les quitter aussi à un moment donné où je passais mes concours, j'avais des étapes très dures à vivre et ils ne le comprenaient pas forcément et ils me requéraient des choses de moi ou ils me demandaient des choses que je ne pouvais plus donner. Donc ça m'a permis d'être plus centrée sur moi, mais de construire ma route et j'en avais besoin. Donc les amitiés juvéniles, je pense, c'est très particulier. Après, on peut avoir des amitiés très fusionnelles à 50 ans et qui ont duré 40. Hein. Mais je pense aussi que quand on laisse les êtres libres, et moi, à partir de ce moment-là, toutes mes amitiés ont été comme ça. Quand on laisse les êtres libres d'être ce qu'ils sont, de venir à nous, de partir, il est quand même assez rare de vivre ce genre de rupture brutale. Il me semble, hein, mais peut-être que je me trompe et je le dis en toute prudence, mais moi, toutes mes amitiés dorénavant... il y a des va-et-vient, il y a de la distance, il y a des phases plus proches, et je ne reproche jamais, et aucun de mes amis ne se permettrait de me reprocher d'être distante ou lointaine ou d'être affairée, et moi je ne le reproche jamais aux autres. Et il y a une grande liberté qui fait que le lien est assez élastique et durable, je trouve. À la limite d'ailleurs, plutôt que de faire un reproche, c'est plutôt de donner son besoin. Oui. Moi mon besoin en ce moment, je passe quelque chose de difficile dans ma vie, j'aurais besoin que toi qui es mon ami sois plus présent si tu en es capable, si tu en as envie, si tu peux. Donc c'est aussi revenir quelque part à son besoin personnel. Bien sûr, pas d'accusation, pas de jugement ou de projection, parfois de type paranoïaque, mais de dire j'ai besoin, j'aimerais bien, mais je comprends si tu n'es pas disponible. Le respect en fait. Parfois la familiarité, et ça je l'ai beaucoup dit pour la famille, mais ça vaut pour les amis, l'extrême familiarité peut faire oublier une part de respect. Ne pas oublier que l'autre est autre. Il a sa vie, ses problèmes, son cheminement, ses émotions, et on ne peut pas tout savoir, tout comprendre, et donc il faut avoir une part de... Cette distance-là est une part de respect. Il y a une partie dans ton livre que j'ai adorée sur quitter son analyste. Ça m'a parlé. Parce que ça fait 4 ans que je vois une psy, et en début d'année... Alors c'est marrant parce que ça va faire écho au chat. Le chat, la psy, on se perd. En gros, j'ai été voir... Ça faisait 4 ans que je voyais ma psy, mais j'avais l'impression de ne plus avancer. Donc, je me suis retrouvé à aller voir un psychiatre qui m'a amené voir une thérapeute comportementale et cognitive, que j'ai beaucoup appréciée et que j'ai commencé donc à faire. Sauf que, au bout d'un moment, je ne pouvais pas cumuler dans mon moi le psychiatre, la psy et la thérapeute. C'est un peu beaucoup. Donc, j'ai arrêté le psychiatre et j'ai décidé de me concentrer sur la thérapie comportementale et cognitive. Mais j'ai annulé une séance avec ma psy, que j'ai depuis 4 ans.
Et ça fait 3 mois que j'ai pas remis le rendez-vous. Parce que je pense que j'ai très peur de la dernière séance. J'ai très peur de cette presque infidélité que je lui fais, même si elle est au courant que je voyais cette thérapeute et qu'elle trouvait ça très bien d'ailleurs. Mais tu vois, c'est ce côté où là, retourner la voir, ce serait peut-être mettre fin à 4 ans de relation avec ma psy. Oui, et en même temps, en n'y retournant pas, la fin est enclenchée. Enfin, il y a mais peut-être je la un respecte suspense. trop, tu vois, pour ne pas faire après 4 ans. Enfin, oui, je crois que on quitte son analyste, c'est souvent à l'image de nos relations amicales ou amoureuses. Hein. Et quand j'étais plus jeune et donc avec une peur d'affirmer qui j'étais, mes besoins, peur du conflit, j'avais peur aussi... En fait, on a peur de dire au revoir comme si on était coupable de mettre fin à la relation, alors que pour le coup, il est inscrit et préinscrit dans la relation thérapeutique qu'il y aura une fin. Donc, il n'y a rien de spécialement... comment dire, c'est pas une faute, c'est pas une erreur. Et pourtant, mais ça révèle beaucoup de choses de soi, on a l'impression qu'en mettant fin, on trahit, on abandonne et on se rend coupable d'eux. Et c'est ça sans doute que la thérapie doit faire travailler. Donc en fait le travail continue, même dans cette incertitude, ce flottement, cette fuite. Et moi j'ai fui certains analystes sans dire au revoir. En partant, c'était une dernière séance, moi je le savais mais eux ne le savaient pas. Ou je ne le savais pas mais je ne voulais pas reprendre rendez-vous. Bien sûr que moi je l'ai fait aussi. Et puis en apprenant à comprendre qui je suis, à assumer mes besoins, ma personnalité, mes jugements, j'avais plus tellement de mal à affirmer cette fois-ci je vais partir. Et puis ça m'est arrivé de dire au revoir et de revenir. On peut revenir en thérapie. Oui, c'est vrai. En fait on dramatise terriblement les fins, enfin les adieux, les au revoir qui ne sont pas toujours des fins, sauf la mort. En fait tout au revoir est très relatif. On peut revenir. On peut revenir, on peut se retrouver. Parfois il y a des détours. Et donc en dédramatisant le revoir, en assumant qui on est, et que parfois on n'a plus besoin d'une relation, mais que ça ne veut pas dire qu'on a été un pur consommateur, un exploitant, voilà, et que simplement c'est un processus qui s'achève. Ça permet de déculpabiliser et de faire des choix qui en plus sont plus respectueux pour l'autre, puisqu'on va le lui dire. Je retournerai la voir après le Brésil, puisque là je vais manquer de temps, et on verra ce que ça donnera, mais je sais que je retournerai la voir, même si c'est pour une dernière séance, avec cette ouverture de toute façon que je retournerai peut-être la revoir si... oui, moi je crois qu'une des façons de se rassurer ou de dire au revoir à un thérapeute, c'est de se dire qu'on n'est pas obligé de penser que c'est définitif. Parce qu'on ne sait pas, peut-être que dans sa vie on aura y a des cycles, on pourra avoir à nouveau besoin de traiter une problématique qui n'avait pas été bien traitée ou aperçue. Mais peut-être qu'à ce moment-là, un certain nombre de problèmes, ou un en particulier, ça suffit, a été suffisamment exploré, et un soulagement arrive, et on sent qu'il est temps qu'on peut se débrouiller suffisamment tout seul. En fait, le signal, c'est est-ce que je suis quand même relativement heureux ? Est-ce que j'ai de la vitalité ? J'ai envie de me lever le matin ? J'ai de la confiance pour régler mes problèmes ? Si tout ça est en place, souvent on peut dire au revoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un nouveau cycle de sa vie où un problème particulier a besoin d'être traité. Il faut dédramatiser, je crois, les séparations. Oui, oui. Surtout avec un thérapeute. Oui, totalement. C'est vrai que même des fois d'en parler, même là de t'en parler là, je me dis il y a rien de très dramatique là-dedans. Mais parce qu'on n'ose pas dire qu'on peut revenir chez un thérapeute aussi. Ouais. Je pense que personne, moi je l'ai lu nulle part, personne le dit. Or, moi je l'ai vu et entendu chez personne. Mais concrètement, moi je l'ai expérimenté. J'ai dit au revoir et je suis revenue. Et ça se fait et c'est possible. Et c'est ni un signe de régression, d'échec, absolument pas. C'est une progression. Là où c'est plus dramatique, c'est quand tu l'as évoqué, la mort, un décès, où là les dernières fois sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grandes. Tu as évoqué d'ailleurs, c'était les disparitions sans préavis. Oui. Tu en parles un jour d'avoir reçu un appel qui t'a appris le décès de quelqu'un qui t'était cher, c'est ça ? Oui. Et comment on peut
justement être dans cette acceptation quand les dernières fois, on les a pas, justement, comme avec un thérapeute, ritualisé. Ouais. Je sais pas, moi sur le moment, j'ai été sidérée, j'ai eu beaucoup de culpabilité, de regret de ne pas avoir organisé quelque chose, un café avec cet être cher qui est parti brutalement. Et puis bon, en fait, on apprend, c'est la culpabilité encore et toujours. Hein. On n'est pas responsable de la mort de l'autre. On n'est pas responsable de ne pas l'avoir vu venir et de ne pas avoir préparé, anticipé. Donc il faut se dégager de cette culpabilité. Une fois la sidération passée, je crois que c'était une des premières étapes. Et puis, je me suis rendu compte aussi que si à un moment T, on n'a pas le temps ou on n'a pas envie de voir cette personne, eh ben c'est très bien comme ça. C'est que il ne faut pas être... Parfois, quand on pense tout le temps à cette personne pourrait mourir, pourrait partir, c'est aussi des façons de se culpabiliser, de se prendre en otage soi-même. Et ça va pas. On peut pas vivre comme ça. Donc, il faut vraiment avoir envie de voir l'autre, de nourrir le lien et l'assumer comme ça. Moi, c'est tout ce que je pourrais dire. Donc, par contre, de temps à autre, repenser à la notion de fin ou de limite, ça aide de temps en temps à donner un peu de sérieux, d'authenticité, à avoir des gestes ou des paroles mieux pensées, ça je le dis quand même souvent. Mais si c'est pour créer un compte à rebours, être captif de ce compte à rebours et se culpabiliser, s'empêcher de vivre, c'est une névrose, c'est un problème, c'est pas du tout une solution, ça n'est pas intéressant. Donc voilà, moi j'ai assumé qu'à ce moment-là, j'ai pas eu envie de le voir et que je l'ai pas fait, mais que je l'aimais quand même. Et que je ne suis pas responsable de sa mort, je ne suis pas responsable de sa disparition, et que ça ne m'empêche pas de l'aimer quand même, et que le lien continue de vivre malgré la mort. Là encore, je fais référence au matérialisme. Moi, je pense que, et encore une fois, sans être croyant forcément, hein, je m'adresse à toutes les personnes, même celles qui sont athées. Ce qu'on vit avec quelqu'un s'inscrit dans la mémoire, le cœur, l'esprit, les souvenirs, les habitudes, et ça reste. Qu'on soit croyant ou pas. Donc le lien vit toujours. Moi, c'est ce que je constate. C'était en 2018. J'étais en train d'organiser les 30 ans de mon meilleur ami. Et je faisais signer un livre à tous ses proches. Que j'allais... ça pouvait être de la famille ou des amis, etc. Et j'ai retrouvé un de nos amis en commun pour prendre une bière dans un bar. Et il a signé le livre. Et en fait, ça a été la dernière fois où je l'ai vu. Je suis rentré chez moi. Je sais qu'il m'avait proposé une deuxième bière que j'ai refusée parce que justement, je voulais avancer sur l'organisation de cet anniversaire qu'on préparait par ailleurs ensemble d'ailleurs. Et le lendemain, j'ai reçu un appel et en fait, il était décédé dans la nuit. Et ça, c'est quelque chose qui restera toujours gravé en moi cette dernière fois. Je me souviens du bar, de la table, de la lumière qu'il y avait dans ce bar. Je me souviens de toute cette dernière scène, en fait. Parce que jamais j'aurais imaginé que c'était la dernière fois que j'allais le voir. C'était peut-être même un de ses derniers moments à lui, en plus, ce qui rend les choses encore plus cruciales et importantes. Je comprends, mais parce que la dernière fois a l'air de clôturer l'histoire de quelqu'un. Cette scène aurait pu être complètement banale s'il avait continué, poursuivi sa vie. Et pourtant, en effet, parce qu'il est parti, elle devient la dernière de sa vie et de son histoire. Elle prend une importance presque sacrée, énorme. Et puis, il y a la brutalité du fait qu'on ne s'y attend pas, surtout aussi jeune. Et donc, ça cristallise, ça laisse une empreinte incroyable dans la mémoire d'avoir vécu ça avec quelqu'un. Je le comprends. Ouais, et effectivement, j'ai été la dernière personne qui l'a vu amicalement. Puisque après, ça a été un peu dramatique. Ça a été médiatisé. Puisque c'était je le dis, mais voilà, ça a été médiatisé. Il était marié à Jean-Luc Romero, qui est député du 12e arrondissement. Et en fait, il se trouve que, je trouve que c'est bien d'en parler, enfin, j'en ai fait une émission sur France 2, d'ailleurs, sur le sujet, sur le chemsex. Et donc, c'est une prise de drogue. Et ça, quand on parle qu'on ne connaît pas, c'était l'un, je peux le citer, il s'appelait Christophe Michel, c'était l'un de mes meilleurs amis. À aucun moment, j'ai su qu'il prenait de la drogue. On l'a su avec l'autopsie, mais jamais avec moi. On en a fait des soirées. On a voyagé ensemble, on a fait tellement de choses. Jamais j'aurais imaginé qu'il prenait de la drogue. À quel point on ne connaît pas les gens qu'on fréquente. Bah oui, absolument. Il y a des zones de l'intimité
auxquelles on n'a pas accès. Et peut-être heureusement d'ailleurs, je ne sais pas. Enfin, c'est la liberté de l'autre de pas tout dévoiler. Alors, au risque peut-être qu'il sombre aussi dans une forme d'obscurité, de dépression, de mal-être, et qu'on ne puisse pas l'aider. Hein. Aussi. Ouais. Mais c'est un risque à courir, c'est sa liberté aussi. Partons sur quelque chose d'un peu plus léger, avec des questions, réponses rapides. D'accord. Enfin, normalement, réponse rapide, a priori. J'ai envie de te questionner sur tes dernières fois. Ouais. La dernière fois où tu as osé. Waouh, bonne question. J'ai envie de dire écrire un livre, parce qu'il faut oser, il faut avoir le sujet, penser qu'il vaut le coup, y aller. Je dirais peut-être ça. Ton dernier voyage. Mon dernier voyage, l'Italie, il y a 1 an. Ok. Ouais, le lac de Côme. Ok. La dernière fois où tu as pleuré. Oh, je pleure souvent. Je pleure souvent, donc c'est pas incroyable chez moi. Mais je me souviens plus pourquoi. Mais je peux dire que c'était il y a pas si longtemps. Je pleure souvent. La dernière fois où tu as vécu un moment incroyable. Un moment incroyable. Pas facile. Je vois ça. Peut-être quand je sais pas, je me suis mariée. C'était il y a combien de temps ? C'était il y a 1 an. Ah oui, donc c'est pas si longtemps non plus. C'était il y a pas si longtemps et c'était un moment incroyable. Une journée avec des amis, tous nos amis réunis, la famille, très beau, très très beau et incroyable. Est-ce que ça veut dire quelque chose là c'est une question ouverte à toi, comme les gens qui nous écoutent, mais tu vois, de mettre un peu de temps à répondre à cette question. Est-ce que ça veut dire que dans la vie, on ne vit pas plus facilement des choses incroyables ? Bah oui, incroyable. Moi j'entends pas croyable, qui sort de l'ordinaire. Alors voilà, si j'avais pris en un sens beaucoup plus léger, cool, je sais pas, j'aurais dit, je sais pas, mon anniversaire il y a 3 mois, la sortie de mon livre il y a 3 mois, je sais pas. Ah oui, je vois la nuance. Une rencontre avec une artiste il y a 2 mois que j'ai trouvée fabuleuse, qui a 95 ans, qui s'appelle Colette Bitker, qui est une artiste belge, qui me paraît plus jeune que moi. C'était un moment incroyable. Voilà, en un sens plus large, mais plus restreint, qui sort complètement de l'ordinaire et qui ne se reproduira peut-être pas. Je dirais ça, mon mariage. Ok. Ton dernier fou rire ? Bah, je me suis marrée hier toute seule en lisant un livre où l'auteur, une auteure italienne, Nathalie Ginsburg, raconte comment elle cherche pendant des mois, des années, une maison avec son mari. Ça me rappelle mes propres démarches. Et c'est, je sais pas, je me suis marrée toute seule parce qu'elle raconte comment ça peut créer des disputes, des surprises, des déconvenues, mais ça devenait comique parce qu'en fait, au final, ça me fait penser à ton histoire de chat d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à force de vouloir la maison parfaite ou le chat parfait, ils se foutent sur la gueule, ils en visitent des tonnes et des tonnes, ça n'en finit plus, on se demande même s'ils en veulent une. Et en fait, bon, tout se résout par le fait qu'un jour, elle foule le pavé d'un lieu et elle sent que c'est celui-là, et ça n'avait rien à voir avec ses critères, un peu comme toi avec ton chat. Il y aura peut-être une rencontre avec un animal qui n'était pas du tout prévu, qui a beaucoup trop de poils, des yeux rouges, et en fait... On y va, et ça me fait rire en fait, les situations qui deviennent, les situations qui s'exaspèrent, qui deviennent tragicomiques. Ça me fait rire énormément. La dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois ? Ça aussi, c'est pas souvent quand même. Normalement, ça dépend. C'est pas souvent. Je sais pas si hier tu avais fait du pole dance, peut-être que c'était la première fois que tu faisais du pole dance. Non, là j'ai rien d'original à dire, mais moi j'ai pas une vie non plus. Si palpitante et extraordinaire. Donc je vais décevoir tout le monde, mais là j'ai pas eu de première fois démente récemment. Et alors, la dernière fois où tu t'es sentie en colère ? Peut-être parce que je sais pas, peut-être contre mon père, parce qu'il me répondait pas ou j'arrive pas à l'avoir au téléphone. J'étais un peu en colère, ouais. Ok, les petites choses du quotidien. Il y a des petites choses. Et j'allais dire la dernière question de la dernière fois où tu as fait quelque chose de totalement inutile, mais qui t'a fait du bien. Oh, il y en a plein. Inutile. Du shopping ?
Ouais. C'est totalement inutile, mais ça me fait du bien. Justement, le fait est que tu réfléchisses beaucoup au monde, enfin, de par tes livres, de par ton métier, je veux dire, à éduquer nos enfants. Les adolescents. Les adolescents. T'arrives à déconnecter par moment et à justement ne plus être dans cette réflexion. C'est pas toujours facile, mais je peux. Mais comme tout le monde, je peux m'abrutir sur Instagram d'images où je regarde des films. Alors parfois c'est des très grands et des bons films, parfois c'est des séries, c'est du shopping, c'est aller au bord de la mer, c'est caresser un animal, mon chat que j'adore, et là j'oublie tout. La nature m'aide énormément. Le shopping et la nature, c'est complètement antinomique, quelque chose d'hyper urbain. Et la nature, j'adore être près des animaux. Je crois que les animaux m'aident énormément. C'est des thérapeutes, c'est des guides. C'est incroyable. T'as un chat ? J'ai un chat de 15 ans. Bah oui, celui de 15 ans. Ouais. C'est marrant parce que je t'ai fait ta numérologie. Ça te parle, toi, la numérologie, oui, où tu dis j'adore. Je vais choquer tout le monde. Je fais là un coming out ésotérique. Moi, ça m'amuse énormément, tous les systèmes interprétatifs. Je me contrefiche qu'ils soient vrais ou faux, qu'ils aient raison ou tort. J'adore me balader dans des systèmes interprétatifs comme la numérologie, l'astrologie et d'autres, ou le tirage de cartes. Ce sont des systèmes d'interprétation. C'est comme la psychanalyse. Faut pas oublier que la psychanalyse, c'est pas une science, c'est un système interprétatif. Et ben j'adore ça. Ça me distrait, ça m'amuse. J'ai envie de voir si ça peut éventuellement avoir une part de résonance. Et je comprends pas les gens qui se crispent en disant mais c'est faux, c'est pas scientifique, mais tout le monde le sait très bien. Mais ça nous amuse tous. C'est un bon point de vue, effectivement. En tout cas, moi je le vois vraiment comme ça, comme une espèce de feuille de route pour apprendre à se connaître. Et moi, la numérologie, je le vois comme on regarde nos forces, nos faiblesses, on regarde les zones d'ombre quand je fais des séances de numérologie. Quelque part, mais c'est même pas des zones d'ombre, c'est les angles morts que la personne ne verrait pas par elle-même parce qu'elle est dans son quotidien. Et je viens éclairer certains passages. Alors là, on va pas faire une séance de 2 heures, bien évidemment. Mais dans l'idée, tu as un objectif de vie, tu as le 7. Et en fait, tu vas rire, mais le 7, il est cérébral, original, différent, intellectuel, spirituel, chercheur, philosophe, un sage. Il a pu se sentir extraterrestre, ou toujours d'ailleurs dans sa vie. Il a besoin de sens dans tout ce qu'il fait. Et il aime tout comprendre, étudier, apprendre, approfondir, enseigner, transmettre, analyser, réfléchir, conseiller. Bah voilà, une démonstration d'une certaine pertinence de la numérologie. Le 7, l'archétype, c'est le grand-père, c'est la sagesse. Ah, c'est drôle, parce que je crois que quelqu'un d'autre m'avait dit il y a longtemps que c'était lui, mais je confonds peut-être, parce qu'en numérologie, il y a plein de choses, il y a chemin de vie, il y a etc. Donc le 7, c'est, tu me dis que c'est ton objectif de vie. Mon objectif, Est-ce que tu as besoin de nourrir, ça fait partie des nombres importants que tu as besoin de nourrir pour te sentir aligné dans ta vie. Ouais, mais parfois je me dis, bon, on a ces objectifs, c'est très clair ce que tu dis, évidemment que c'est cet objectif-là que je ressens depuis l'enfance, mais de plus en plus, je me dis, tu peux aussi accepter qu'il n'y ait pas de sens. C'est-à-dire aller contre cet objectif me paraît être aussi intéressant. C'est-à-dire tu peux aussi tout simplement accepter d'être là et de vivre le plaisir de vivre. Ouais. Et ça permet de décrocher avec le côté très cérébral, purement analytique, qui parfois fait passer à côté d'autres choses. Ouais. D'ailleurs, ton chemin de vie, t'en parlais, t'as du 8. Et le 8, c'est ça qu'on c'est le nombre le plus puissant en numérologie hors des maîtres nombres qui sont le 22, le 11, le 22 et le 33. Là, on parle vraiment de 1 à 9. Et le 8, l'archétype, c'est la puissance. L'autorité. Architecte, constructeur, énergique. Il est à la fois dans le matériel, à savoir ambitieux pour lui, businessman, architecte de projet, compétiteur. Mais il peut être aussi, soit il est dans l'un, soit dans l'autre, ou les deux, dans l'être, architecte d'idées, ambitieux pour les autres, guérisseur. On pourrait même dire de lui un élévateur spirituel qui aime se réaliser, aider l'autre à se construire, qui aime gagner de l'argent, qui aime la justice. Oui, et qui a un problème avec l'autorité aussi. C'est vrai que j'en ai eu souvent, j'ai toujours du mal d'ailleurs.
C'est peut-être pour ça que je suis devenue prof. Je voyais pas comment être indépendante à l'époque. Et je me disais, prof, j'ai que mes élèves. Avec le risque, d'ailleurs, et c'est quelque chose à travailler, d'être moi-même autoritaire. Ça, je fais très attention. Parce que je n'aime pas l'autorité des autres, mais je ne veux pas non plus être autoritaire pour les autres. Mais au moins, prof, je me disais, je suis libre dans ma classe. J'ai pas de patron. Où il est très, très lointain. Et de plus en plus, j'ai plutôt envie d'être mon propre patron, d'être de plus en plus indépendante. C'est vrai que je n'aime pas l'autorité. Mais sinon, tout le reste me parle, évidemment. Construire, aider les autres à se construire, c'est quelque chose que je trouve très, très intéressant. Tu es d'ailleurs dans une année 7 personnelle, ce qui sous-entend que c'est peut-être une remise en question dans ta vie. Alors attention, là j'enfonce une porte ouverte, j'ai peut-être une projection. C'est une année qui amène à se remettre en question, trouver ce qui fait sens dans sa vie, en universel 9 2025, en mettant fin à des choses qui ne nous conviennent plus, ou réussite et reconnaissance si on a semé les bonnes choses. Donc soit le tri, soit la reconnaissance. Espérons que ce soit une forme de reconnaissance, mais moi je ne suis pas contre l'idée de remettre en question ce que j'ai voulu, ce que j'ai acquis pour relancer les dés. En tout cas, t'arrives dans les années bilan, donc dans 3 ans, peut-être une nouvelle page s'ouvrira et tu mettras Dans fin... 3 ans seulement. Bon, mais peut-être que ça s'enclenche maintenant. Tu peux le mettre en place dès maintenant. Ouais. Ça, totalement. Qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie ? Ma question signature du podcast. T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand ? Pas facile. Quitter mes parents. Ah. Moi, je crois que c'est ça qui a tout libéré dans ma vie. Donc, je vais aller à la racine. Quitter mes parents, géographiquement. C'est-à-dire que je suis partie à 17 ans, ce qui est très jeune. J'étais même pas majeure. J'ai voulu absolument quitter le foyer, être seule, affronter la vie toute seule et me séparer de mes parents, c'est-à-dire être critique vis-à-vis d'eux, faire la part entre ce que je voulais garder d'eux et ce que je ne voulais plus garder, oser ne plus être complètement une fille totalement loyale, docile, reconnaissante pour me donner de la liberté et de l'espace. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est un pas quelque part vers effectivement ta liberté et je sais plus quoi, c'est le mot anglais, mais l'empowerment. Ouais. Tu vois, absolument. Moi, je l'ai vraiment ressenti. Et encore une fois, il suffit pas de juste prendre une valise pour faire ça. C'est-à-dire qu'on peut s'éloigner, aller loin de chez soi, mais vraiment oser se détacher, s'éloigner, ne pas se sentir tout le temps redevable de ses parents, complètement liés, attachés. Je crois que ça, c'est important. Ce qui forcément a résonné pour toi comme une dernière fois, aussi quelque part, oui, bien sûr. dans ce départ-là. Oui, faire le deuil de l'image de ses parents aussi. Parfois, on voudrait que nos parents, ça reste ceux qui nous prennent soin de nous. Enfin, on a un idéal, ils ne correspondent pas. Et oser se dire, ils sont comme ça. Et puis, c'est des êtres humains, eux aussi ont eu leur vie. À moi de me donner ce que j'attends qu'ils me donnent. À moi de me le donner. Ça, c'est une preuve d'indépendance et d'autonomie et on est moins vulnérable parfois à leur négligence ou à ce qui peut faire mal. Merci beaucoup, Sophie, Nico. en tout cas, pour cet échange. J'ai adoré t'avoir en face de moi. J'ai trouvé ça génial. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, nos dernières fois, je le montre à la caméra. En tout cas, il y a les liens dans la description. C'est ton 3e livre. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu avais le visage de nos colères et faire famille. Voilà, mais des sujets passionnants. C'est des sujets, en plus, je trouve, la colère, je trouve que c'est pas un sujet facile. Alors, je l'ai pas lu, mais j'imagine que c'est pas un sujet facile, mais d'autant que j'essaye de réhabiliter cette émotion qui fait peur, qui est très tabou. Ouais. Donc, je trouve que t'as et puis même, forcément, le lien avec la famille, enfin là, t'en parlais, ça doit être un sujet qui te parle beaucoup. Aux éditions Alary, il y a les liens dans la description. Si toi, on veut te suivre, ce que tu fais, ce que tu partages, c'est quoi le plus simple ? Instagram. J'ai Instagram, Twitter. Ouais, voilà. C'est Sophie Galabru, tout attaché. Tout simple. Tout simple. Le lien dans la description aussi, sinon vous tapez directement dans la barre de recherche. Merci beaucoup. À très bientôt. Salut. À bientôt. Ça a été ? Très bien. J'ai adoré le petit passage numérologie.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment que cet échange avec Sophie Galabru a pu t'intéresser, à te questionner en tout cas sur les dernières fois, comment tu les vis, comment tu les vois, et peut-être aller plus loin sur ce sujet si c'est un sujet qui te tient à cœur. Tu sais que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ainsi qu'un petit commentaire. Ça aide grandement ce podcast à faire sa place et à avoir des invités les plus inspirants les uns que les autres. Ce podcast est gratuit et franchement, ça te prend 2 secondes de laisser un commentaire ou en tout cas de laisser 5 étoiles pour soutenir ce podcast, si en tout cas ce podcast te plaît. Je te dis à très très bientôt. N'oublie pas aussi Instagram Osez by Nico, tu as les vidéos pépites de cette interview. Je te dis à très bientôt, salut.